Alors, donc, là, ce cours, c'est sur donc les fondements de l'agroécologie. Donc, pourquoi elle a émergé, dans quel contexte, et le rapport finalement entre l'agriculture et l'alimentation, qui sont vraiment les points clés qui ont fait que l'agroécologie finalement a émergé. Donc, pourquoi l'agroécologie? Euh, D'abord, c'est un constat, c'est que l'agriculture moderne, les impacts de l'agriculture moderne aujourd'hui sont clairs et qu'on voit que finalement elle a échoué sur certains aspects. Et donc il y a un besoin de trouver quelque chose pour revenir à l'essentiel qu'on a perdu entre temps. On a voulu faire quelque chose et bon, bah, on s'est planté quoi. Donc la modernisation de l'agriculture, elle était basée sur plusieurs choses. Donc ça a commencé en gros dans les années 60, vraiment ce qu'on a appelé la révolution verte. Et il y avait trois grands piliers en fait qui voulaient réformer quelque part l'agriculture paysanne et l'industrialiser. Et les trois critères, le premier c'était donc l'utilisation de semences, des semences particulières avec des variétés qu'on a sélectionnées principalement pour leur rendement. Donc ça c'était à la sortie de la guerre en fait, et l'idée c'était en gros, faut que ça crache quoi, faut qu'on ait des gros rendements. Et donc du coup, la sélection des semences s'est faite beaucoup sur ces critères-là, des critères agronomiques, et puis forcément des critères qui étaient utilisés avant par les paysans quand ils sélectionnaient eux-mêmes leurs semences. Ensuite, c'est les intrants. Donc ça a été toute la pétrochimie qui est arrivée, tout ce qu'on a pu recycler, les engins agricoles aussi, tous les tracteurs. En fait, tout a pris une dimension vraiment industrielle et on a voulu vraiment accélérer les choses en amenant des ingrédients extérieurs, donc tout ce qui est engrais, produits phytosanitaires, etc. Et le troisième pilier, c'était l'irrigation. C'est l'apparition vraiment de l'irrigation de masse avec des systèmes d'irrigation, etc. Ce qui n'existait pas du tout avant. Avant, en gros, ils faisaient soit des espèces de petits canaux, des trucs, enfin, ils irriguaient comme ils pouvaient, mais ils faisaient avec le contexte qu'ils avaient finalement. Il y avait des terres qui étaient suffisamment humides, etc. Parce que c'était argileuse, c'était cool. Les terres sableuses, on faisait des cultures qui étaient adaptées dessus. On n'allait pas mettre des cultures qui n'étaient pas adaptées à ces sols-là, quoi. Donc voilà, ça c'est les trois piliers en fait de la modernisation de l'agriculture. Les semences, les intrants, donc chimiques, etc., la mécanisation, et l'importance de l'irrigation. On voit aujourd'hui que sur ces trois piliers, aujourd'hui il y a des gros enjeux qui sont très très clairs. Bon, l'irrigation, aujourd'hui on voit bien que l'eau c'est un problème qui devient de plus en plus, dont on parle beaucoup, et pour cause. Les intrants, aujourd'hui on se rend compte aussi pas mal des effets négatifs que ça a à la fois sur l'environnement mais aussi sur la santé humaine. Et la mécanisation des sols aussi, ça on en a beaucoup parlé, mais sur les sols qui du coup sont détruits, sont plus vivants. Et les semences, l'enjeu principal qui est derrière les semences, il est économique et aussi en termes d'autonomie et d'indépendance des producteurs et des agriculteurs. Et ça on va le voir un peu plus loin. Donc on va avoir quelques petits films. Attends, est-ce que je peux les lancer comme ça? Ça, tu parles de ça en France, là, quand ça a commencé dans les années 60 ou globalement c'est C'est partout? un mouvement mondial. En France, ça a commencé dans les années 60. Mm. Dans d'autres pays, c'est venu plus tardivement. Les pays du Sud, par exemple, les pays émergents, etc., la révolution verte est arrivée plus tardivement. Mais sur les mêmes bases, quoi. Ouais, Mm. ouais. Mais eux, leur modèle d'agriculture paysanne était plus installé. Et en fait, comme leur société fonctionnait autour de ça, ça a mis plus de temps à arriver. Mais en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, etc., là, effectivement, la révolution verte a commencé dans les années 60, quoi. Même un peu avant dans certains endroits. Alors. Oh, ah si. Connaissez-vous l'histoire de la Révolution verte? C'était il n'y a pas si longtemps. À la fin de la Grande Guerre,
les industries chimiques se retrouvèrent avec des stocks énormes de poison sur les bras et plus d'ennemis à combattre. C'est à ce moment-là que l'industrie eut une idée. Combattre la faim dans le monde en vendant son savoir-faire aux agriculteurs. Et bim, c'est là que commence ce que l'on appelle la révolution verte. On allait enfin pouvoir nourrir le monde grâce à une agriculture industrialisée. Les agriculteurs remplaceraient leurs vieux tracteurs contre des machines puissantes. Ils achèteraient des pesticides, des semences à haute performance, des engrais chimiques et encore plus de pesticides. Mais aujourd'hui, après 40 ans de révolution verte, on doute. Les agriculteurs, les écologistes, les économistes, les médecins, les analystes commerciaux, les journalistes, les agronomes, les artistes, les consommateurs, tous se rendent compte que l'industrie agroalimentaire n'a au final rien d'une organisation bienfaitrice. Car aujourd'hui, la planète a vraiment triste mine. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Suivons un pesticide pour mieux comprendre. Fait à base de chlore ou de nitrate, j'existe uniquement pour éliminer les insectes s'en prenant aux tomates génétiquement modifiées, afin que celles-ci grossissent plus vite et en grande quantité. On me répond souvent accompagné de 20 à 30 autres copains. Nous formons à nous tous une armée efficace. Aucun être vivant ne peut traverser notre espace sans être touché. Nous sommes une armée indestructible. Une fois le travail terminé sur Terre, nous continuons notre devoir sous terre, jusque dans votre robinet, où nous coulons des jours heureux dans votre estomac. Bien entendu, il n'y a pas que l'eau et les tomates de contaminés dans cette histoire. Alors que faire? Pour cela, arrêtons de penser que c'est au gouvernement de retourner la situation. En tant que simples consommateurs qui ne connaissons ni la guerre, ni la rareté, ni la pénurie, nous avons le pouvoir et la responsabilité d'agir sur notre consommation. Bon, c'est un petit film mignon, un peu propagande, hein, mais qui explique quand même clairement un peu ce qui s'est passé de façon grossie. Voilà, après, le côté le consommateur, acteur, tout ça, etc., ça c'est vrai. Et c'est un des enjeux, et pourquoi aussi l'agroécologie est venue, parce que c'est un mouvement qui est venu d'en bas finalement. Donc ça répond à ça. Mais après, on est bien d'accord que ça change pas tout. Et le problème, il est systémique. Donc, mais voilà, on voit qu'effectivement, il y a cette histoire de l'après-guerre. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces stocks de produits chimiques? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gros engins et toutes ces technologies qu'on a inventées? Et bon, bah voilà, ils se sont dit, ok, voilà. Ils ont fait un pivot, comme on appelle ça dans le milieu. Mais effectivement, c'était par rapport à leurs propres enjeux. Il y avait sûrement des bonnes intentions derrière, hein, parce qu'ils voulaient quand même nourrir le monde, etc. Tout ça. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des externalités qui sont quand même importantes et qu'on ne peut plus faire semblant de continuer comme ça, quoi. Donc, du coup, voilà, le concept d'agroécologie, il est sorti plutôt. C'est assez tard, hein, enfin, c'était dans les années 80. Parce que là, le film qu'on a vu avant, c'était dans les années 2000. Donc là, on est en 2020 maintenant. Donc, l'agroécologie, ça fait 40 ans que le concept a été bien établi. Et vraiment, c'est cette réflexion qui est venue d'Amérique latine. Il y a une personne qui est très connue, un agronome chilien, qui est Miguel Altieri, qui est vraiment le fer de lance de l'agroécologie depuis le début. Et donc c'est finalement un mouvement social qui a été accompagné par des agronomes qui comprenaient l'enjeu en fait. Euh, donc du coup c'est un peu une convergence entre des travaux scientifiques et des mouvements sociaux qui étaient dans leur pays, et donc des scientifiques qui se sont dit bah attendez, nous on peut peut-être mettre notre savoir au profit de cette cause-là, de qu'est-ce qu'on peut faire de ça, quoi. Et derrière, l'idée c'était d'obtenir des modèles d'agriculture qui soient durables et soutenables. Alors on voit que c'est intéressant parce que le vocabulaire a changé maintenant, mais je vais en parler après, mais à l'époque on parlait de développement durable. On était encore dans cette idée de développement durable. Aujourd'hui, on ne parle plus trop de développement durable parce que on se rend compte que c'est des notions qui peuvent pas aller dans le même sens. On peut pas développer et être dans la durabilité aujourd'hui, vu en tout cas comment fonctionnent nos sociétés. Euh, donc du coup, ils ont changé le verbatim. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui on parle plus de transition agroécologique.
Mais voilà. Et il y a une vidéo, donc c'est en anglais, pardon. Tout le monde maîtrise l'anglais ici. Yes, of course. Ok, yes, yes of course. Mais c'est hyper intéressant ce qu'il dit. We know one thing for sure is that industrial agriculture already failed to feed the world. We have 1 billion people that are starving, and in addition to that, the ecological costs of industrial agriculture are huge. It produces 1/3 of the greenhouse gases, produces contamination of the environment with pesticides and fertilizers that are causing all kinds of environmental problems and health problems worldwide. It is calculated that just in the United States, the environmental costs and health costs of agriculture, modern agriculture, is $4 billion per year. So it's a huge cost. And there's no other alternative but agroecology in order to come up with an alternative to produce enough food that is going to be healthy but is going to be accessible to. So today we know that peasants, which are about 350 million farms worldwide, feed 50% of the world population. And most of those peasants, I would say 80% of them, are producing with agroecological methods. That is, methods that are based on their traditional knowledge, millenary knowledge, that has been passed from generation to generation. And some of them have been influenced by NGOs and other organizations that have been working with agroecology to optimize the productivity of small farming systems throughout the world. And obviously, we know that the problem of feeding the world doesn't have anything to do with production. So I agree that we can enhance productivity and we can feed the world with agroecological methods. And the matter of scale is not the area, it's the number of farmers and also the productivity per hectare. For example, in Cuba, which is the only post-peak oil agriculture in the world, you have farmers that belong to the ANAP, which is the National Association of Small Farmers, that in 1 hectare they produce enough food to feed between 15 and 30 people based on protein or based on carbohydrates, depends on what they're producing. With energy efficiencies between 15 and 30, that means they put 1 kilocalorie and they obtain 30 kilocalories. The average efficiency of industrial agriculture is 1.5. So we're talking about very efficient, very biodiverse, and also very resilient systems, because what's happening is that we're seeing that everywhere studies have been done on the impacts of climatic events, extreme climatic events on productivity, monocultures are the first to go. Polyculture systems, agroforestry systems, diversified farming systems that small farmers have are the ones that are resilient. They're the ones that resist the impact and the ones that recover faster from the impact. So industrial agriculture is not going to only be limited by the ecological problems that it's causing or by the cost of the petroleum, but also by not having ecological diversity that provides them with resiliency. They're going to collapse with climate change. So what we need is an alternative, which is agroecology, and that agroecological system is already being tested by thousands of farmers. The Via Campesina actually, which is the largest peasant organization in the world, already adopted agroecology as their scientific technological approach to productivity within their food sovereignty framework. And it's a matter of time as these methodologies, this knowledge starts being transferred through the farmer to farmer, the campesino methodology. It will reach thousands of farmers, not only within the rural areas, but also in the urban areas. J'ai tout compris. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que il y a plusieurs trucs, hein, mais il dit que en gros l'agriculture moderne, là où elle a raté, c'est que en fait, elle est pas accessible et elle n'est pas saine. Il dit que l'agroécologie répond déjà à ces deux enjeux, c'est que c'est une agriculture qui produit des produits sains et qui sont accessibles, c'est-à-dire qu'on peut se payer. Et donc on voit qu'il y a ce double enjeu quand même, santé sociale, qui est au cœur. Et puis il dit qu'en fait, en vrai, l'agriculture industrialisée, c'est quelque chose qui est quand même venu des pays riches, et qu'en vrai, sur Terre, et il dit qu'il y a
la moitié de la population sur Terre qui se nourrit avec des méthodes agroécologiques en fait. Et que l'agriculture paysanne, c'est l'agriculture principale partout sur Terre. Et il n'y a que à certains endroits où on industrialisait l'agriculture. Et il dit pourtant, du coup, le coût, l'impact environnemental que ça et le coût que ça représente en termes de santé, de tout ce qu'il y a, etc. et tout, c'est énorme en fait. Et donc, voilà, pour lui, c'est un vrai fiasco en fait, cette agriculture industrialisée. Et puis il prend l'exemple de Cuba. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de Cuba, mais quand il y a eu l'embargo et que en fait tous les produits, les intrants, etc., les pesticides, tout ça ont été bloqués, ils se sont retrouvés à devoir faire une transition agroécologique, mais en mode ok, on a 2 ans pour le faire quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont réclamé toutes les terres qu'ils pouvaient. Dans les villes, ils sont bien cultivés, et puis ils ont remis des méthodes bio-intensives, etc. Et en quelques années, ils sont devenus autonomes et résilients et hyper productifs. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'à Cuba, ils utilisent 1 calorie pour produire 30 calories d'alimentaire. Et que sur 1 hectare, ils arrivent à nourrir entre 15 et 30 personnes. Voilà. Donc c'est des rendements assez impressionnants. Alors que l'agriculture industrielle, il dit que c'est de l'ordre de 1,5. Donc voilà, il dit que globalement, l'agroécologie, ça marche, en fait c'est sûr, parce que il y a déjà plein de gens qui l'utilisent, mais qu'il faut justement que ça se développe et que ça se répande, et qu'on arrête d'utiliser des méthodes qui sont pas efficaces, quoi. Et un des derniers trucs qu'il dit aussi, notamment, je me rappelle plus, c'est sorti de ma tête. Mais il y avait un autre truc important. On n'a pas dit aussi qu'il fallait remettre plus de paysans, je crois. Si, c'est ça. Il dit que oui, le nombre de paysans aussi est un problème, effectivement. Parce qu'il dit qu'en gros, il y a 50 millions de paysans, je crois que c'est ça, un truc comme ça, dans le monde, et qui nourrissent 7 milliards d'êtres humains. Ouais, donc voilà, il y a quand même un... Je crois qu'il y a 80% justement de ces paysans qui sont en agroécologie. Ah, c'est 80, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, je crois que... 20% seulement en conventionnel. Mhm. Et qui nourrissent beaucoup de monde. Et qui nourrissent 50% du coup qui reste de population. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, ça montre qu'il faut qu'il y ait une transition vers l'agriculture paysanne, mais ça implique qu'il y ait beaucoup plus de monde aussi qui retourne à cette agriculture. Parce que c'est une agriculture locale de petite échelle. Et ce qu'il dit qui est intéressant, oui c'est ça, c'est que finalement le problème de l'agroécologie, et qu'on peut souvent critiquer, c'est pas tant la production globale, c'est-à-dire en fait en vrai aujourd'hui on produit suffisamment de nourriture pour nourrir la planète, mais il y a quand même 1 milliard d'êtres humains qui meurent de faim. Ouais. Et donc il dit non, le problème il est ailleurs, c'est justement dans la répartition. Et donc voilà, l'agroécologie n'a pas à faire ses preuves sur le fait qu'elle puisse nourrir le monde. Ça c'est un faux problème. C'est un faux problème qu'on crée pour éviter le changement. Il faut moins de supermarchés, plus de supermaraîchers. Ah, c'est pas mal. Moins de supermarchés, plus de supermaraîchers. Et effectivement, donc du coup, l'agroécologie, on voit que comme à l'origine il y a 2 approches, il y a une approche scientifique, donc dedans on peut faire rentrer beaucoup de choses dans l'agroécologie. C'est un peu comme la permaculture, c'est un peu un terme ombrelle où on peut mettre plein de trucs dedans. Et donc il y a à la fois des trucs purement techniques, vraiment de comment on cultive la terre. Ça c'est plus finalement ce que nous on va retrouver en France quand on parle d'agroécologie, où finalement les aspects techniques sont vraiment ce qu'on met en avant. Et l'aspect social, finalement, le modèle de société qui va avec l'agroécologie est pas quelque chose qui, en France, c'est pas un sujet. La permaculture, et justement, ouais, elle s'intéresse plus à ça, en tout cas, et essaie plus d'imposer une vision différente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les distingue, alors qu'en fait, en vrai, si on regarde l'agroécologie et la permaculture, c'est à peu près la même chose, en fait. C'est juste que la permaculture, l'approche qu'elle a, l'approche systémique, elle est différente, c'est une méthodologie on va dire, alors que l'agroécologie regroupe un ensemble de pratiques et de visions
Donc c'est très très vague, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a ces deux aspects. Et donc vraiment les trois choses auxquelles elle cherche à répondre, c'est un, les impacts environnementaux, deux, tous les impacts socio-économiques, et ensuite c'est les impacts culturels. Donc ça c'est aussi assez compliqué à voir au début, mais effectivement l'agriculture c'est une part de notre culture. Et donc du coup quand on détruit nos écosystèmes, et ben, au final on détruit une partie de notre culture. Par exemple si on prend la France, bah, les paysages, les terroirs, etc., ça fait partie de la culture. Et ben, l'agriculture peut, enfin et a transformé les paysages. Elle les a façonnés aussi. Et donc ça dépend comment on voit les choses. Pour certains, voir des grands champs tout nus, etc., c'est très bucolique et c'est joli quand on prend le train. Mais en fait, en vrai, c'est un massacre. Enfin, voilà. Sachant qu'avant, il y avait des forêts là. Voilà. Donc, effectivement, il y a ces trois enjeux vraiment qui cherchent à être bah, vraiment touchés par l'agroécologie. Et donc, l'idée clé, c'est de créer de concevoir des systèmes agricoles qui sont basés sur la valorisation des processus écologiques, biologiques, écologiques. Ça, c'est vraiment, si on peut le définir, mais l'agroécologie, c'est la valorisation des processus écologiques. Pourquoi? C'est que bah, par rapport à l'agriculture conventionnelle, qui cherche, elle, à optimiser, à maximiser certains aspects, qu'on va voir plus tard, bah, l'agroécologie, elle va plutôt essayer de réintroduire et valoriser les services écosystémiques. Et donc du coup, les trois enjeux majeurs, c'est bah, comment nourrir durablement les populations, comment préserver l'environnement, et le troisième, c'est comment faire face à l'épuisement des ressources qui arrivent et au changement climatique. Donc on voit que c'est vraiment ces trois aspects ensemble qui vont intéresser l'agroécologie parce qu'il y a une notion de durabilité. Donc qu'est-ce qu'on va transmettre demain et comment les générations futures vont pouvoir continuer à se nourrir, etc., avec des écosystèmes durables. Donc il y a effectivement, on voit qu'il y a une vision qui est plus sur du long terme que dans l'agriculture industrielle qui pense toujours qu'à un instant T, qui est très court-termiste. Et quand on voit qu'il y a aujourd'hui des ruptures d'approvisionnement, des épuisements de certaines ressources, notamment pour en fait tout ce qui est les intrants, en fait les engrais, il y a plein d'engrais aujourd'hui qui sont basés sur que ce soit les phosphates, la potasse, etc., où il y a des gros enjeux. Et aujourd'hui, si on continue sur le modèle qu'on a, à un moment, il y aura des ruptures de stock, quoi. Donc, comment on fait? Et par-dessus, on rajoute le changement climatique qui, dans une agriculture où tout est planifié, ça marche sur un climat qui est prédictible. Quand on peut prédire le climat, cette agriculture est fonctionnelle. À partir du moment où le climat, on ne peut plus le prédire et qui varie d'une année à l'autre de façon assez dramatique, on voit que l'agriculture industrielle manque de résilience, cruellement. Sauf que là, par rapport à Cuba, on s'est tapé quand même plusieurs décennies d'agriculture industrielle. Est-ce qu'on sait encore transmettre ce savoir-faire-là dans un monde un peu en dérive, quoi? C'est surtout la déconnexion en fait des citoyens par rapport à l'agriculture. Et du coup, le manque de savoir et de savoir-faire. Et donc, oui, en fait, quelque part, chez nous, l'enjeu est encore plus fort parce qu'on repart de zéro, presque. On repart de moins que Ouais, peut-être, on part en négatif même. On a un crédit. On a un crédit. Alors qu'effectivement, dans les pays émergents, où finalement la révolution verte est arrivée plus tardivement, il y a eu moins de générations qui ont été sorties, éloignées en fait de la terre et de l'agriculture. Chez nous, c'est 2-3 générations. Donc 3 générations, c'est énorme en fait. 3 générations, il y a un gros décalage. En plus, les agronomes n'étaient pas forcément justement dans ce délire-là, quoi. Ouais. Sur les années précédentes. Ouais, l'agronomie a vraiment pris un tournant à la fin de l'après-guerre et ça a énormément joué. L'INRA notamment a pris un virage à cette époque-là
et encore aujourd'hui, voilà, il y a encore l'inertie qu'il y a derrière et qu'il faut changer. Ouais. Donc, je disais, voilà, agroécologie égale valoriser les processus écologiques. Donc, ça veut dire quoi? Il y a deux aspects. Un, c'est favoriser, optimiser les liens entre les organismes vivants et leur environnement. Et ensuite, maximiser l'interaction entre les organismes vivants au sein de l'écosystème. Donc, on voit qu'il y a la notion à la fois de la biodiversité au sein d'un système. Donc, comment on l'introduit, on la maximise dans nos systèmes agricoles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a plutôt eu tendance à la diminuer au maximum pour éviter les problèmes. Et comment aussi on favorise les liens entre les organismes vivants et aussi finalement le contexte dans lequel on est. Donc ça veut dire qu'on sort de l'idée que je travaille dans une parcelle. Parce que l'agriculture moderne, elle a un peu cette vision-là, c'est j'ai ma parcelle, qu'est-ce que je fais sur ma parcelle? Ce qui se passe autour finalement et les impacts que je vais avoir autour, on s'en fout un peu. Ça a été un peu le credo pendant très longtemps. Là, c'est plutôt de penser écosystème, une vision plus globale de ok, qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement aussi, alentour, comment moi je peux l'impacter, comment ça peut m'impacter et comment en fait les organismes vivants vont pouvoir interagir avec tout ce qu'il y a autour. Et là-dessus, donc ça c'est marrant parce que c'est un des modèles qu'on retrouve aussi dans la permaculture, qui est David Holmgren en parle beaucoup, mais c'est les peuples racines, les peuples premiers. En fait, quand on s'intéresse à leur mode de culture et leur agriculture, et en fait, ils avaient une façon de vivre avec leur écosystème, leur environnement, en harmonie. Et pourtant, en fait, en faisant ça, ils arrivaient quand même à avoir en fait une agriculture durable et soutenable. Parce que la vision et la façon dont ils vont interagir avec leur environnement, donc c'est basé sur que de l'empirisme. C'est vraiment des savoirs traditionnels qu'ils ont accumulés depuis des générations et qui se transmettent et qui leur permettaient de vivre à un endroit avec leur environnement et de nourrir tout le monde de façon équitable et que en fait la plupart des gens qui vivent donc du coup dans ces populations sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils connaissent ces choses-là, c'est-à-dire qu'ils savent eux-mêmes subvenir à leurs propres besoins, en grande partie en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'ils le font tout le temps, mais s'ils doivent le faire, ils peuvent le faire. Et ça fait partie du package de base, en gros. Quand ils grandissent, bah oui, il faut que tu puisses te nourrir avec ton environnement qui est autour de toi. Et donc, ils ont plein de méthodes aussi, et de cultures, etc., qui existent, des techniques qu'ils ont su garder, préserver. Donc, voilà, ça veut dire que c'est possible. C'est-à-dire que des groupes d'humains savent le faire. Donc, on devrait pouvoir réussir à retrouver ce mode de société, en tout cas ce mode de pensée. De se dire, c'est essentiel que tout le monde puisse se nourrir comme il le désire et qu'il soit capable de le faire. Voilà. Ça, c'est pour faire un petit point plus focalisé, on va dire, sur la France. Mais en gros, où est-ce qu'on en est aujourd'hui finalement? Donc la révolution verte, comme je disais tout à l'heure, en France c'était à partir des années 60. Voilà. Donc aujourd'hui, maintenant on est comme ça. Au début les mecs ils se protégeaient pas trop. Et puis bon, ils ont tous fini avec des cancers. Et puis bon, il y en a très peu qui ont été indemnisés pour ça d'ailleurs. Mais effectivement aujourd'hui on voit les agriculteurs quand ils vont balancer leurs produits, ils sont habillés comme des cosmonautes, y compris dans la cabine du tracteur. Ouais, c'est flippant quand même. Ça, c'est un autre petit dessin comique, mais effectivement, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'agriculture digitale. Maintenant, les tracteurs, l'enceinte est morte, mince. Bon, non, c'est éteint, c'est pas grave. Les tracteurs, il y en a plein maintenant, ils fonctionnent avec un GPS. En gros, tu leur lances le traitement, le truc, il va dans le champ, il fait tout seul. Il va optimiser la dose de produit qu'il met en fonction des endroits, etc. Voilà. Et tu as un drone, donc, alors c'est intéressant en fait. Et oui, ça a sûrement des avantages. Mais les fermes de 1000 vaches, par exemple, en France, bon, elles sont quasiment toutes fermées. Mais ça fonctionne dans d'autres pays.
Et 1000 vaches encore, c'est pas très gros dans certains pays. La plupart des vaches, elles ont un collier électronique qui les identifie. Elles arrivent devant l'automate qui leur distribue la nourriture. Elles vont se faire traire toutes seules, etc. Enfin, on sait où elles sont, comment elles s'agitent, on sait si elles sont en chaleur ou pas. Enfin, en gros, l'agriculteur, il est dans son bureau et il pilote sa ferme comme s'il était sur un jeu, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment une agriculture qu'on a ultra mécanisée, ultra industrialisée. Et où finalement, il manque plus que d'avoir des robots et puis c'est fini, on n'a plus bien d'agriculteurs, quoi. Donc on voit la déconnexion quand même et la technicité qu'on a mis dans l'agriculture. Et finalement, l'alimentation qui en sort, c'est une alimentation technique aussi, c'est ça. Et un enjeu qui est connu, mais assez méconnu quand même en fait du public, il y a eu il y a quelques années les États généraux de l'alimentation. C'est une réflexion qui voulait amener sur le débat public le fait que, en gros, dans les biens de consommation qu'on a, la plus grosse partie en fait du prix revient aux distributeurs et aux industriels, à l'agroalimentaire. Le producteur de base, en fait, pas grand-chose. Il y a eu une tentative de faire des réformes, de bloquer des prix, des machins, tout ça, etc. et tout. Je vous montre le résultat de ça. En gros, aujourd'hui, sur des produits qu'on connaît très bien, par exemple une brique de lait, sur une brique de lait qui est à peu près en moyenne à 77 centimes, le producteur il va toucher 24 centimes. Donc c'est même pas un tiers. Voilà. Sur une baguette de pain qui coûte presque 1 euro, il touche 5 centimes. Voilà. Le reste, c'est les distributeurs qui prennent 80% quasiment. Une pomme, 1 kilo de pommes, c'est 30 centimes pour 1 kilo de pommes qui est à 1,80. Là, on est à même pas 20% pour le producteur. Le poulet, là, on est à peu près à un tiers. Sur une tranche de jambon, on est aussi à peu près à un tiers. Donc on voit qu'à chaque fois, la plus grande partie, c'est les distributeurs et les industriels. Les distributeurs, par exemple, en boulangerie, c'est aussi ceux qui transforment le produit? En fait, tu as beaucoup de boulangeries qui achètent du pain. Tu vois, c'est juste des revendeurs en fait. Voilà. Donc, et puis il y a tous les distributeurs, ce qui est de la farine, etc. De tous les. Là, on parle du producteur de blé. D'autres exemples. La patate. Voilà, un paquet de. Ah non, c'est de la pâte. Des paquets de pâtes. Paquet de pâtes. Producteur, il touche 20%. L'industriel 50%, le distributeur 25%. Donc voilà, le distributeur il touche toujours plus que le producteur. Alors que sa valeur ajoutée, à part amener des produits à un endroit, ok, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est tout ce qu'il fait. Il ne change pas le produit en tant que tel. Et donc en moyenne, si on fait sur plein de produits de consommation, sur 1 euro, un producteur il touche que 6 centimes. C'est là aussi qu'il y a un problème. Donc quand on parle de répartition des richesses, bon, alors déjà on voit qu'en termes de problème pour nourrir les gens, déjà on n'arrive pas à répartir la quantité de nourriture sur Terre. Donc il y a des gens qui meurent de faim. Donc, déjà ça, on se dit, il y a des distributeurs qui savent distribuer, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne distribuent pas ou voilà, comment ça se passe quoi? Donc déjà ça veut dire que la nourriture elle n'est pas accessible financièrement, elle n'est pas accessible physiquement pour certaines personnes, donc on se pose des questions. Et en plus, les gens qui produisent cette nourriture, ils touchent que dalle. Donc on voit qu'en fait le problème il est là, en fait. Parce que là vous retirez l'industrie et les distributeurs, ou en tout cas vous les contraignez un peu plus. Le prix des produits il est divisé par 2. Donc déjà il est plus accessible. Et en plus, peut-être que vos agriculteurs vont toucher une part plus importante, quoi. Donc ça c'est les vrais enjeux. Voilà, on en parlait tout à l'heure, mais ouais, l'INRA, donc en 446 elle a été créée, donc c'est il n'y a pas si longtemps. Et très rapidement, avec l'avènement de la Révolution verte, elle s'est un peu désintéressée des variétés locales qui existaient, de cataloguer ces variétés, etc. De plutôt produire des nouvelles variétés, des nouvelles semences, etc. qui répondent à des critères industriels.
C'était pas encore génétiquement modifié, là. C'était sélectionné ou... Les OGM, c'est marginal en fait. Dans le monde et même en France, c'est très 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 marginal. Tu vas en retrouver beaucoup aux États-Unis, en Amérique, mais c'est sur certaines cultures très particulières, tu vois, le maïs ou des trucs comme ça, voilà. Mais les OGM, c'est pas vraiment ce qui a le plus été mis en avant. L'INRA, elle travaille vraiment sur de la sélection classique, où tu prends des variétés, tu fais des souches pures, et tu les croises, et tu vois les résultats de ces hybridations, de ces trucs-là, et tu essayes de... Voilà. C'est comme ça que finalement... mais c'est juste que les critères de sélection, plutôt que d'être sur la résistance à des maladies, la résilience au climatique ou des trucs comme ça, c'est voilà, la production, le rendement, la résistance à des produits phytosanitaires, la résistance au manque d'eau, des choses comme ça. Et finalement aussi, une fois les fruits obtenus, leur capacité à être distribués. Donc leur résistance au transport, etc. Ce qui fait que tu as des tomates qui peuvent rebondir, voilà, parce que c'est intéressant pour les transporter. Mais finalement, le goût de la tomate, voilà. Mais on voit quand même que les préoccupations écologiques ont commencé à émerger assez tôt, parce que le ministère de l'écologie a apparu dans les années 71. Ça fait 50 ans. Bon. En 50 ans, le ministère de l'écologie, je sais pas ce qu'il a fait beaucoup quand même. Mais voilà, ça fait 50 ans qu'on se dit « Oh, fais attention !» Voilà, et aujourd'hui, on fait quoi? On est toujours sur le même constat. Sauf qu'aujourd'hui, on se dit waouh, là, il faut vraiment, vraiment qu'on fasse gaffe. Mais bon, on sait toujours pas ce qu'on peut faire par contre. C'est un peu ça le problème, quoi. Voilà, par nous dire de mettre des cols roulés. Et voilà, le deuxième enjeu. Donc là, c'était l'aspect producteur, répartition des richesses. Mais là, c'est comme répartition finalement de la nourriture sur Terre. Et bon, c'est que tout ça, c'est des petits dessins comiques, etc. Mais en vrai, quand on réfléchit et qu'on essaie de se rendre compte des préoccupations que nous avons en tant qu'Européens, ou voilà. Là, par exemple, ce dessin, il y en a une qui a dit « Ah, je voudrais maigrir », l'autre a dit « Je voudrais grossir ». Là, le petit gamin, il dit « Je voudrais juste manger », quoi. Alors, ça fait un peu larmoyant, tout ça, de dire « Ah, il y a des gens qui crèvent dans le monde et tout ». Mais c'est une réalité, en fait, quand même. Alors, on l'a pas choisi, nous, d'être nés ici et de grandir dans ces pays-là. Mais en même temps, si les pays riches qui ont les moyens de changer et d'avoir un impact, parce que c'est même eux qui ont créé cet impact, à la base. L'agriculture paysanne qui était dans les pays émergents, si on l'avait laissé tranquille, elle marchait très bien. C'est juste qu'on a vu ça comme des nouveaux marchés, on a allé exploiter ces marchés et on a foutu la merde. Bon, on l'a foutu chez nous en premier. Et bon, on en paye aussi maintenant les à côté, donc c'est peut-être bien fait pour nous. Mais on a quand même des externalités sur le reste du monde qui ne sont pas négligeables. Donc ça, c'est peut-être pas acceptable quand même. Donc, on en arrive aux trois. Donc là, le premier, c'était comment nourrir le monde. Donc comment l'agroécologie peut répondre à ça. On comprend peut-être un peu mieux maintenant. Le deuxième enjeu, c'est comment préserver l'environnement. Donc ça, c'est des petites images d'agriculture industrielle. Voilà. Donc voilà. Ouais, gros tracteur, on va faire les moissons. Voilà, donc... alors ça, c'est vraiment aux États-Unis qu'on voit ça. Chez nous, on n'a même pas des terres assez grandes pour faire ça. Mais enfin, dans la Beauce, peut-être qu'ils peuvent s'amuser à faire des concours de bites comme ça. Mais voilà. Ça, c'est en Espagne, sud de l'Espagne. C'est des serres plastiques sur des kilomètres carrés avec des immigrés qui travaillent dedans pour faire de la tomate bio qu'on nous vend après sous plastique dans les magasins. Voilà. Là, un beau champ où il n'y a rien qui pousse. Effectivement, on voit ça, c'est la buse là, du tracteur de celui-là là, qui passe au-dessus. Alors c'est tout propre, hein, forcément. Hein. Là, on voit que ça crache quoi. Là, ça, c'est des rampes de 36 mètres, je pense. C'est du délire. Et puis, voilà, au final, un beau champ tout nu avec un pauvre arbre en train de déprimer en plein milieu du champ. Ça, c'est ce qu'on voit en France l'hiver. Et les gens trouvent ça, waouh, il y a un truc, oh, waouh. C'est un désert. On contemple plein cimetière en fait. C'est quand même, voilà. Et là, on voit aussi comment justement, ça j'en parle après, mais comment justement
ça s'est tellement filtré dans nos esprits, en fait, qu'on est tellement déconnecté de la réalité de ce que c'est de produire de la nourriture, de l'agriculture, de l'alimentation, que quand on voit ça, ça nous choque pas. Voilà. Ouais. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, de l'agroforesterie, voilà, c'est mignon. Remettre du bocage, donc voilà, des haies, tout ça, ça c'était beau, partout, il y avait ça avant. Des prairies fleuries sur les bords des champs. Voilà, des semis d'engrais verts, des couverts permanents, plein de choses très belles et qui fonctionnent, voilà, dont on vous parle tout le temps. Ensuite, face à l'épuisement des ressources et au changement climatique, donc bon, alors c'est vrai que l'agriculture moderne a répondu à l'enjeu de nourrir le monde, entre guillemets, parce qu'effectivement on est beaucoup plus nombreux qu'avant, donc on nourrit beaucoup plus de monde, ça c'est vrai, mais il y en a quand même pas mal qui sont laissés sur le carreau. Par contre, faut voir les externalités et les nuisances que ça a causé. Il y a plein d'endroits où il y a des lieux qui sont en voie de désertification parce qu'on a coupé tous les arbres qui étaient là-bas pour faire des grands espaces, soit faire de l'élevage intensif, comme bah là par exemple, ça c'est au Brésil ou dans les pays d'Amérique latine, où ils rasent l'Amazonie ou des forêts similaires pour installer comme ça des élevages de bétail. Enfin, c'est dingue en fait. Et au final, bah, ça crée des déserts. Ça, c'est les algues vertes en Bretagne. Donc tout ça, c'est les excès de nitrates, notamment de tous les élevages de porcs, etc. Parce qu'on a séparé les cultures. Avant, il y avait du blé qui était fait sur les élevages. Et donc, ils mettaient le porc sur les pailles. Et donc, ça faisait du fumier. Aujourd'hui, bah, tout est sur béton, etc. Ils récupèrent les lisiers, ils ne savent pas quoi en faire. Et la paille, on l'importe de la Beauce, alors que eux, ils importent du lisier. Et enfin, voilà, on a séparé les cultures et on a créé des problèmes. Ça, c'est une petite usine de pesticides. Voilà, on voit, c'est fait bien à la chaîne, c'est propre. Donc voilà, tout ça, c'est l'agriculture moderne aussi. Face à ça, bah, y a plein de réponses possibles. Du coup, par exemple, tout ce qui est pastoralisme, et aussi toutes les notions de pâturage tournant dynamique, où en fait plutôt que d'avoir des grands espaces où on fait pâturer les animaux, ou des petits espaces où on les concentre comme dans vraiment des camps de concentration, en fait on va séparer notre parcelle en plein de petites mini parcelles et on va faire circuler nos animaux très rapidement tous les jours, tous les 2 jours, comme quelque part finalement le faisaient les nomades. Et en fait ça a pour vertu de stimuler les écosystèmes. Et donc la pâture est capable de nourrir les animaux complètement. Et en plus, on régénère des écosystèmes. Donc des écosystèmes qui étaient en voie de désertification, finalement en ramenant des animaux dessus, on peut réussir à régénérer les écosystèmes. Ce qui peut paraître contre-intuitif, parce qu'il y a plein d'endroits où ils ont été détruits à cause des animaux, parce que c'était mal géré. Le problème est la solution. Ça, c'est de la perma. Voilà, tout ce qui est compostage, revalorisation des matières organiques, etc. Aujourd'hui, il y a encore je ne sais pas combien de pourcents des matières organiques qui finissent dans la poubelle noire et qui sont brûlées. Ça, c'est une image, je crois que c'était à Wallis et Futuna, c'est Maxime qui a illustré ça, mais c'est en fait là-bas, c'est aussi, ils ont encore ces modes de culture, comme dans les oasis aussi qu'on peut trouver en Afrique du Nord, mais où en gros ils font de l'agroforesterie adaptée à des pays secs. Donc avec des dattiers, des palmiers, etc. En fait, ils ont plusieurs étages et ils arrivent à créer vraiment des microclimats et des écosystèmes adaptés dans des conditions qui, pour le coup, ne sont pas vraiment très accueillantes. Donc ça existe et il y a des solutions vraiment qui existent. Et c'est plus pertinent de faire ça que de vouloir faire des trucs industriels ou des élevages de cochons débiles, alors que c'est pas adapté, quoi. Et un autre aspect, ça par exemple, c'est une plante, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la renoncule rampante, le bouton d'or. C'est mignon le bouton d'or. Voilà. C'est quoi? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu aimes bien le beurre quand on faisait quand tu étais petit? Tu prends la fleur et puis tu la mettais sous le menton. Et puis si ça brillait, ça faisait jaune, ça veut dire ah bah toi t'aimes le beurre. Ah ouais? Ouais, bon voilà. Donc la renoncule rampante, elle est considérée comme une plante invasive. C'est une vivace qui fait des rhizomes, etc., qui se répand. Et elle est toxique aussi, si elle est mangée crue. Donc comme ça,
on pourrait se dire, c'est une mauvaise herbe. Voilà. Et bien en fait, sur des sols argileux, c'est une plante qui va très bien se développer. Et il y a eu des endroits en fait où il y a eu des disettes à une époque. Et en fait, cette plante, elle est comestible. Une fois qu'elle est séchée ou qu'elle est cuite, elle est comestible. Et il y a des régions entières qui ont survécu grâce à la renoncule. Et en fait, la renoncule rampante, qui donc plutôt a cette facilité à se répandre et à pousser sur des sols tout pourris, et qui, nous, on peut voir ça comme une nuisance en fait, bah, en vrai, elle peut déjà nourrir des hommes si vraiment il y a besoin, mais surtout parce qu'elle a aussi des propriétés médicinales, notamment analgésiques, mais aussi elle peut nourrir les animaux. Et donc on peut s'en servir pour justement la récolter, la sécher, la conserver pour faire des foins, pour nourrir les animaux en hiver, etc. Donc elle peut être aussi une ressource. Donc on voit qu'en fait ça c'est un service écosystémique. Et donc c'est en ramenant cette diversité qui est à la base considérée comme quelque chose de négatif, en vrai on peut l'intégrer dans les systèmes agricoles. Donc notamment dans des élevages animaux par exemple. Parce qu'elle résiste très bien au piétinement, elle a énormément de qualité, c'est fou. Et aujourd'hui on la considère plutôt comme quelque chose de négatif. Et ensuite, alors une prise de conscience forcée, alors ça vous allez voir c'est assez intéressant. Ça c'était une pub pour les engrais dans les années je sais pas combien, peut-être 60, 50 peut-être. Voilà, alors le petit bonhomme, voilà, qui sème l'engrais récolte l'abondance. Voilà, donc aujourd'hui je pense pas qu'on dirait ça. Et à côté, donc une autre publicité sur les engrais, mais d'aujourd'hui. Voilà. Arrêtez vos salades. Donc voilà, l'élevage industriel de porc et les engrais génèrent des algues vertes. Leur décomposition dégage un gaz mortel pour l'homme. Donc dans les deux cas, on parle de la même matière, les engrais, et ils ont le même impact. C'est-à-dire dans les deux cas, ils permettent de produire de la biomasse, d'augmenter une production de biomasse. Bon bah à gauche, c'était considéré comme quelque chose de positif, etc. À droite, bah, c'est considéré comme quelque chose de négatif. Donc on voit que finalement le regard sur ce produit-là a changé aujourd'hui. Donc il y a eu une vraie prise de conscience. Dans ce cas-là, elle a été forcée, parce que c'est les externalités négatives qui nous fait prendre conscience que c'était mauvais, mais on a mis du temps à s'en rendre compte. Alors qu'avant, on nous vendait ça comme un produit miracle. Un autre aspect, alors là, regardez ça, la coaltarine. Alors donc ça, c'est un pesticide. Et alors la petite phrase, grâce à l'emploi de la coaltarine qui va nous assurer de bonnes récoltes en pasteurisant la terre et en la rendant, attends c'est quoi, nourricière? Ah non, meurtrière, oui c'est ça, c'est bien, je me semble bien. Et en la rendant meurtrière à toutes les vermines, nous allons faire de notre enfant une riche fermière. C'est incroyable. Et là, il y a quand même, on voit que, donc il y a l'idée, ok, on va utiliser un produit chimique, ça va tuer toutes les vermines. Donc déjà, il y a la notion de vermine qui est c'est génial. Genre, pasteuriser la terre, On en était là, quoi. Genre le sol, c'était un support de culture, on voulait vraiment l'aseptiser au maximum. Et derrière, avec cette idée, donc là, dans tous les cas, on voit, c'est classique en publicité. Quand on veut vendre un produit, on vous met une famille avec un enfant. Ça marche pour tout. Voilà. Alors là, du coup, oh, regardez notre fille, c'est génial, elle va devenir riche grâce à ça. Voilà. Donc voilà, cette publicité pour un pesticide. Hop, aujourd'hui, en 2018, l'abus de pesticide est dangereux pour tous les habitants de votre jardin. Voilà, pareil, même stratégie, on vous met un enfant sur la pelouse. Et oui, c'est aussi un animal, il fait partie de l'écosystème. Bah, en fait, voilà, les pesticides sont pas bons pour lui. Sauf que maintenant, on est en plus dans une malhonnêteté, une incohérence du gouvernement qui continue de vendre tout ça, de pas forcément appliquer des lois qui interdisent, d'un côté qui fait des campagnes. C'est ça, d'un côté, l'État va dépenser de l'argent sur des labels et des trucs pour limiter les phytosanitaires, mais en même temps, ils n'empêchent pas finalement les industriels de les vendre. Et sur des produits comme le glyphosate ou d'autres choses, etc., on voit la difficulté qu'il y a à les interdire, alors que, bon, on ne comprend pas vraiment des fois pourquoi. On voit qu'il y a voilà. Seulement, la prise de conscience, elle est quand même aujourd'hui assez forte chez les gens. Voilà. Et il y a quand même,
La mentalité a changé, les gens ont bien compris que ces produits-là, c'était pas juste des choses inoffensives, que ça avait un vrai impact. Donc là, on en arrive du coup à la naissance du développement durable. Donc un peu dans le prolongement aussi de ces réflexions-là. Donc on était encore dans une époque où on était en plein développement, il fallait que les pays émergents grandissent parce que voilà, l'Occident les avait, tout ça. Donc c'était un peu l'Occident qui voulait se racheter une bonne conscience. Et donc cette notion de développement durable, elle est apparue dans les années 90. C'est assez récent finalement. Et l'idée qu'il y avait derrière, c'est ok, on veut continuer, on veut que les pays puissent continuer de se développer, mais que ça n'aille pas à l'encontre de la capacité des générations futures à vivre de façon, voilà, de pouvoir répondre à leurs propres besoins. Donc il y avait cette idée, ok, on veut se développer, mais on ne veut pas impacter les générations futures. Donc, ça c'est un exemple, c'était à Rio, mais c'est les Yanomimo, je crois, c'est les populaires. Hein, les chefs Raoni, voilà, mais il y a aussi les Yanomimo qui sont. Mais les chefs Raoni, je crois que c'est une tribu où. C'est le mec de gauche, non? Lui, ouais, c'est ça, ouais. Mais parce que c'est toutes ces populations qui vivent dans la forêt au Brésil et en Amazonie, ils les regroupent sous ce terme des Yanomimo, mais effectivement, il y a plusieurs populations dedans. Mais effectivement, lui, il a été le porte-parole pendant très très longtemps. Et malgré tout, hein, ils étaient à Brasilia en train de manifester, etc., en train de dire que eux, ils étaient littéralement en train de mourir de l'exploitation, de la destruction de leur environnement dans lequel ils vivent en fait. Donc déjà, c'était il y a 30 ans. Et bon, on a vraiment l'impression qu'il y a deux réalités qui cohabitent et qui s'affrontent, quoi. C'est dingue. Et voilà, ça c'est un peu de vocabulaire, parce que du coup, quand on fait des beaux concepts, ils aiment bien mettre des vocabulaires derrière. Mais c'est vraiment intéressant. En gros, sur ce diagramme, on voit il y a trois gros piliers: la société, comment satisfaire les besoins de la société, etc. L'économie et l'environnement. Parce que la notion de développement, on comprend bien qu'elle vient d'un concept économique, une idée de croissance. Alors que dans une société, il n'y a pas forcément nécessairement besoin d'avoir une croissance pour qu'elle fonctionne. Donc déjà on voit qu'il y avait un problème dans la base, parce que c'est-à-dire que dans ce concept-là, ils avaient déjà gardé le système et le modèle économique tel qu'on l'avait. Et donc on voit entre chaque bulle, il y a des adjectifs. Donc par exemple, une solution qui répondrait aux enjeux de société et d'environnement, c'est une solution qui est vivable. Voilà. Une solution qui est à la fois va répondre aux enjeux économiques et à l'environnement, c'est une solution viable. Et entre l'économie et la société, c'est une notion équitable. Donc ça, c'est tout ce qui est commerce équitable, etc. Tout ça, le fair trade, c'est cette notion-là derrière. Voilà. Et entre les trois, il y aurait la notion de durabilité. Ça serait la synergie de quelque chose qui est viable, vivable et équitable. Voilà. C'est beau quand même, hein. Voilà. Mais bon, le verre est dans le fruit, hein, quand même, hein. La bulle de droite, en fait, c'est elle qui fout la merde. Ouais. C'est elle qui fout la merde. Hein. Et voilà. du coup, là, clairement, équitable, c'est pas toujours bon pour l'environnement. En fait. Bah non. C'est parce que c'est pas dans le contrat. Ça peut l'être, mais c'est pas nécessaire. Alors des fois aujourd'hui, maintenant, hein, tu as du fair trade bio. Ouais. Voilà. Donc là, on cumule. On est pas mal. On se rapproche de quelque chose de pas mal. Après, voilà, si on rentre dans les détails, il faut voir ce qu'on appelle du bio. Mais voilà. Et donc, après ça, on peut parler des services écosystémiques. Donc du coup, ça aussi, c'est une notion qui est arrivée un peu plus tard pour expliquer finalement comment on pouvait valoriser les processus écologiques dans l'agroécologie. C'est de se rendre compte que les écosystèmes nous rendent des services, mais on n'en a pas forcément conscience. Et on n'a pas conscience surtout que notre culture et nos sociétés sont basées sur ces écosystèmes. Et donc dans les services, il y a 3 services différents. Il y a des services d'approvisionnement, donc ça c'est tout ce qui va être la nourriture, l'eau, etc. Tous les matériaux qu'on utilise. Voilà. Les services de régulation, donc ça va être le climat, les maladies, le cycle de l'eau, tout ça, etc. Ça dépend de notre écosystème.
et les services de culture. Donc ça, c'est dessus, il y a pas mal d'enjeux économiques en fait sur les services de culture. Donc notamment, voilà, tout ce qui peut être spirituel, religieux, traditionnel, éducatif, écotourisme, paysage et terroir, etc. Donc ça, c'est 3 services qui sont rendus par les écosystèmes, 3 types de services. En vrai, il y en a beaucoup plus. Et du coup, il y a eu un travail qui a été lancé dans les années 2000 qui s'appelait le Millennium Ecosystem Assessment. Voilà. Et qui, lui, définissait 24 services écosystémiques. C'était un peu réparti comme ça, sur une espèce de grande roue, avec différents services, etc. Et en gros, ça a été une grosse étude dans les années 2000 pour essayer de comprendre donc, quels étaient ces services écosystémiques, où ils en étaient et comment ils étaient en train d'évoluer. Et en gros, ce qui fait un petit peu peur, c'est que sur 24 services évalués, il y en a 15 qui sont en déclin. Et si on ne change rien, en fait, comme la survie de notre espèce, des écosystèmes est basée dessus, on risque d'aller droit dans le mur. Voilà. Donc, aujourd'hui, en gros, le message est clair, quoi. C'est-à-dire qu'on a détruit nos écosystèmes et on continue de le faire, donc c'est pas soutenable. Et il faut vraiment faire quelque chose, mettre des solutions en place pour arrêter ça, vraiment remédier à ça, quoi. Et donc l'agroécologie, face à ça, en vrai, s'impose presque comme une réponse à ça. C'est pas forcément la seule, mais en tout cas son approche intègre les services écosystémiques en fait dans l'agriculture. Donc voilà. Et donc on voit que tout est prouvé par A plus B, mais bon, faut le faire, quoi. Et ensuite, là c'est l'aspect qu'on voit pas forcément au départ quand on parle d'agroécologie, mais que c'est aussi une alternative sociale. Et ça c'est un petit exemple que utilisait Max. Donc parce qu'il a travaillé pendant plus de 3 ans en Mongolie. Et là-bas justement, les gens, c'est des populations nomades qui vivent beaucoup avec leurs troupeaux et grâce à leurs troupeaux. Leurs troupeaux en fait c'est leur moyen de survivre, c'est leur modèle économique, enfin c'est tout. Ils vivent vraiment avec leurs troupeaux. Et quand on vit avec des animaux, souvent on va les élever et ensuite c'est pour vendre la viande, etc. Et tout. Et il y a eu un programme là-bas, un projet qui disait de se dire comment finalement on peut aussi valoriser des produits et des services donc, de ces animaux, services écosystémiques, mais sans compromettre la durabilité. Donc c'est-à-dire par exemple sans les tuer. Et du coup il y a eu ce projet de laine de yak et donc ils ont lancé des filières. Et ça a permis à plein de familles de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils ont créé une nouvelle filière avec un produit, donc c'est une innovation quelque part. Et ça, c'est une façon de répondre à un besoin, mais avec un enjeu de durabilité. Alors, mince, attends, faut peut-être que je rallume l'enceinte. J'espère qu'ils vont se parler. Ah, yes. Every spring, Nyambu starts milking her yaks who have just had new calves, as she's been doing for over 30 years. She's known for her traditional dairy products, including dried curds and cheeses that Mongolians call arul. While Nyambu has always depended on her yaks for milk and meat, she's also started increasing her income combing the animals. To a cooperative of 220 yak herder families. Every spring, they comb out the soft woolly fiber from young yaks before they shed. We started collecting yak fiber in 2010. We've been selling the yak fiber directly to our cooperative, and this has had a very good influence on our lives. The softness and warmth of yak fiber could come as a surprise given the yak's scruffy outward appearance. Studies have shown yak fiber can outperform sheep wool in many aspects, and it's comparable to cashmere in its softness. And what's more, in Mongolia, combing yak's hair could be beneficial for the local environment. Many herders in Arkhangai started breeding more goats and fewer yaks because of high cashmere prices. Goats tend to uproot grass when they feed, and their numbers have contributed to the degradation of pastures and soil erosion. Scientists say yak herding is necessary to protect fragile mountain rangelands.
So increasing the value of the yak wool is also giving an economic incentive to the herders so that they can actually keep proper structure of the herd rather than having goats that are not very suitable in those highland rangelands. The Yak Herders Cooperative sell their wool direct to factories in Europe with the help of a French non-profit organization. They also train members to spin and sell their hand-spun yarn at home and abroad. We are the first cooperative that started selling yak fibre on the international market and selling directly to Europe. In the last 5 years, we've distributed over $34,000 in bonuses to our members. The fashion industry is warming up to yak fibre. In the capital, Ulaanbaatar, Arunya Suri is well known for her cashmere, leather and felt designs. But at a recent show at the Paris Fashion Week, it was a new line of yak wool garments that got the most attention. There were people who were touching yak wool fibre for the first time. They found it really interesting. It was almost as if they liked this material the most. Yaks have roamed Mongolia's highlands for centuries, and with growing interest in their fibre and the new income opportunity it holds, these shaggy animals will continue to be an important part of the landscape here. Polly Jacob, Al Jazeera, Arkhangai, Mongolia. Wow. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont quelque part répondu à deux problèmes en un. Parce qu'en gros, le cachemire, il y a une grande demande sur le cachemire. Et donc du coup, les éleveurs se sont mis à élever de plus en plus de chèvres. Sauf que les chèvres, ça bouffe tout. Ça bouffe vraiment tout. Et donc, elles avaient un impact hyper négatif sur l'environnement et sur les pâtures. Alors que les yaks, eux, ils ont toujours été là. Et puis, eux, ils détruisaient pas vraiment, ils mangent pas de la même manière. Et donc du coup, ça permet à la fois de redonner de la valeur à cet animal qui avait été un peu mis de côté parce que le cachemire c'était plus rentable, et puis finalement de limiter l'impact sur l'érosion des sols, etc. Donc voilà, là c'est une solution qui répond à tout, à la fois l'agriculture et à la fois un enjeu social. Donc c'est vraiment intéressant, quoi. Alors, d'autres aspects. Donc ça, c'est aussi par rapport, plutôt en Amérique latine, au Brésil, la Commission pastorale de la terre, c'est un gros mouvement social qui a énormément développé et qui a vraiment permis aussi l'émergence de l'agroécologie. Et donc il y a une nana qui en parle. Hop. Eu sou Darlene Braga. Eu moro em Rio Branco, Acre. Nós somos parceiros do CCFD desde a década de 80. A CPT nasceu na década de 70. Ela nasceu naquele período da ditadura militar, que as comunidades rurais estavam sendo expropriadas, violentadas. A CPT, desde aí, ela acompanha inúmeras comunidades ameaçadas e violentadas por seus direitos. Rio Branco tem aproximadamente 750 mil habitantes, que sofre muito pelas medidas do governo Bolsonaro em relação a mercantilizar a natureza. Em Rio Branco, as comunidades rurais elas vivem constantemente sendo ameaçadas, agredidas e expulsas. A capital de Rio Branco ela é a primeira capital mais violenta do Brasil proporcionalmente. O CCFD é um parceiro que nós podemos chamar de... que ele faz aliança com a CPT. Então, o CCFD é fundamental para que a gente diminua a violência no campo. Inúmeras comunidades tiveram acesso à terra e à garantia dos seus territórios. Nós temos inúmeros assentamentos, temos inúmeros produtores que estão produzindo agroecologicamente. Então, muita coisa mudou a partir das parcerias que nós fazemos com as agências de cooperação, dentre elas o CCFD. O projeto RECA, ele já tem quase 30 anos e ele é uma cooperativa completamente sustentável. Então ele produz agroecologicamente, ele comercializa a produção. Este projeto é um projeto importantíssimo e que nos orgulha muito. As pessoas têm que mudar o seu modo de vida. As pessoas têm que olhar o mundo de outro jeito, com carinho, como uma mãe que alimenta seus filhos. Então a agroecologia é uma das soluções para você ter uma vida saudável, para você ter menos doença e você viver melhor.
Ouais. Donc ouais, c'est intéressant, elle explique bien de comment c'est venu, dans quel contexte, quoi. C'était la dictature. En gros, les gens, ils crevaient, quoi. Ils se faisaient expulser, ils étaient emprisonnés, enfin, c'était... Et donc, les gens ont simplement décidé de se regrouper pour survivre, quoi. Ouais. Et c'est intéressant de voir que finalement, ensuite, ils se sont regroupés, ils ont réussi à créer des coopératives agricoles, et finalement, en se basant sur l'agroécologie, ils ont réussi à redevenir plus autonomes, indépendants. Et donc du coup, voilà, dans un contexte difficile, ça a permis de répondre à des enjeux très très forts, quoi. Donc l'aspect social en Amérique latine de l'agroécologie, il est vraiment omniprésent. Pour eux, ils ne le distinguent pas, quoi. Et c'est pour ça que aussi très souvent, ils sont vraiment très engagés. L'environnement, bien sûr, c'est important pour eux et ils veulent faire des choses en respect avec l'environnement parce qu'ils comprennent bien que sans ça, ça ne peut pas être durable. Mais avant tout, ils veulent faire quelque chose qui soit juste pour les humains et pour leur communauté, quoi. Et en France, un petit bonhomme qui était connu. Je crois qu'on va pouvoir l'entendre un peu. Vous avez développé le concept d'agroécologie qui est devenu assez populaire, puisqu'il est même repris par notre ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce que c'est exactement ? Vous savez, nous venons de publier un ouvrage avec Jean-Marie Pelt qui s'appelle « Le monde a-t-il un sens ?» Jean-Marie Pelt a fait la rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur la planète, c'est par la coopération et l'associativité. Quand l'être humain est arrivé, il a introduit dans cet ordre-là le principe de dualité. Et donc les hommes n'arrêtent encore aujourd'hui, vous le voyez bien, que les hommes s'entretuent, qu'on donne beaucoup plus d'importance aux armements qu'à la vie, qu'on détruit la planète à laquelle nous devons absolument la vie, etc. Donc il y a une espèce de démence de l'humanité. On ne peut pas détruire la terre qui nous nourrit à cause d'engrais chimiques, de pesticides, etc. Et comment on rend des terres fertiles, parce que c'est quand même ça l'application pratique, comment est-ce qu'on rend des terres fertiles quand elles ne le sont pas ? Vous savez, il y a un principe fondamental dans la fertilité qu'on appelle l'humus. C'est ce que vous sentez dans les forêts. L'humus, c'est le résultat d'une sorte d'alchimie interne de la nature qui produit en quelque sorte des feuilles. Prenons simplement les feuilles. Les feuilles en automne, elles meurent, elles tombent au sol et elles rentrent dans un processus où elles ne sont pas perdues. Parce que selon le principe, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Lavoisier. Voilà, Lavoisier. Et donc ça rentre dans le cycle et ça peut entretenir. C'est comme ça que les forêts se sont entretenues sans qu'il y ait qui que ce soit qui vienne les entretenir. Alors l'agroécologie s'inspire en quelque sorte de cette notion de humus, tellement c'est une matière, mais aussi c'est un symbole. C'est avec ça qu'on relance la vie. C'est intéressant là, parce que alors il décrit bien ce que nous on utilise effectivement comme modèle, l'arbre, la forêt. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il essaye de critiquer, de faire un constat. Salut. Et en fait, derrière, elle le ramène à quelque chose de technique. Elle dit, oui, ok, c'est très bien tout ça, mais comment on fait concrètement pour remettre des terres fertiles, tu vois ? Alors que, tu vois, il faisait une critique un peu plus générale, globale du fonctionnement de la société, comment on est arrivé là. Et donc on voit que finalement, en France, c'est aussi ça le problème qu'on a. C'est que dès qu'on veut parler de quelque chose, de l'agroécologie, on va nous ramener qu'à la technique et qu'à, ok d'accord, mais par rapport à ce qu'on fait déjà, comment ça marche votre truc, parce que voilà. Et alors du coup, il passe le constat de base qui est de se dire, un, c'est pas soutenable, et deux, socialement, c'est pas acceptable en fait. Donc, et c'est vraiment marrant à voir dans cette vidéo, quoi. Et au final, en France, ça a pris quel aspect ? Notamment les AMAP. Les AMAP, c'était l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et donc ça, c'était dans les années 2000. Et donc effectivement, c'est une façon de vouloir redonner le pouvoir aux consommateurs pour pouvoir, du coup, qu'il ait un impact plus positif et qu'il puisse soutenir une agriculture que lui, il choisit et qui va dans le bon sens.
Donc si on prend aujourd'hui la transition agroécologique, qui est le grand terme, bonjour, c'est que donc ce qui a été retenu dans les 4 aspects importants, donc on voit que donc, dans les piliers du milieu là, il y a l'économie qui reste toujours voilà, économiquement performante, voilà, enfin, c'est bien l'agriculture mais que ce soit 2 porteuse de développement humain. Donc là, quand même, il y a l'enjeu social qui est un peu, enfin, qui est écrit en tout cas. Donc voilà, ils l'ont mis dedans. Et respectueuse de l'environnement. Donc a priori, on a quand même les 3 aspects essentiels qui sont mis dedans. Et comment en fait ça a été organisé, enfin les voies d'action. Un, c'est de organiser donc les marchés de façon différente. Donc la MAP, c'est une façon de le faire. Mais il y a tous les marchés paysans, il y a plein de solutions qui existent, des coopératives, etc., qui ont pour volonté justement de se passer des distributeurs. Ouais. Transformer les logiques de politique publique, donc ça c'est notamment si on parle de la PAC. En gros, parce que la plupart des agricultures sur Terre, elles sont subventionnées. Et les subventions partout sur Terre vont aux engrais, aux produits chimiques, aux tracteurs, tout ça. Voilà. Comment on change cette logique-là pour que l'argent aille sur des pratiques qui sont vertueuses pour l'environnement et les humains. Construire des systèmes indépendants. Donc ça, c'est réfléchir effectivement à comment recréer à l'échelle locale des écosystèmes d'acteurs qui auront une plus grande indépendance et une plus grande résilience. Donc ça, ce qu'a montré l'exemple au Brésil, c'est exactement ça par exemple. Et ensuite, réinventer le métier d'agriculteur. Donc ça, c'est pour répondre à l'enjeu humain, qui fait que aujourd'hui, on a de moins en moins de personnes qui travaillent dans l'agriculture. Redéfinissons ce métier. Qu'est-ce que ça sera demain, quel aspect ça peut être, etc. Donc le rendre à nouveau peut-être sexy, et en tout cas avec des techniques différentes, et justement, donc il y a tout un imaginaire à recréer aussi autour de ça, quoi. Ces 4 points-là, c'est qui les a posés? Alors ça, tu peux retrouver ça, c'est sur le ministère de l'écologie et de la transition écologique, c'est les 4... ouais. Moi je trouve ce qui est marrant, c'est qu'il manque toujours ce qui pour moi est trop important, c'est l'éducation du public, quoi. Ouais. Parce que tous ces trucs-là, on ne peut pas y arriver s'il n'y a pas une sensibilité qui est développée. Ouais, la sensibilisation du grand public, elle est pas forcément vraiment là, non. On voit que ça part d'en bas. Ouais. Et c'est d'ailleurs, tu le vois, parce que par exemple là, nous, il y a eu les 4 saisons de l'agroécologie là cette année. Bon, hier, on a fait une journée de sensibilisation, etc. Enfin, tu vois, t'attires des gens, mais... Les gens qui ont des biais déjà... Ouais, et puis parce que les enjeux sont pas compris. Parce que là, finalement, on veut mettre en avant une solution, mais on n'a pas expliqué les enjeux au grand public à la base. Mais bon, c'est normal parce que si on devait le faire, ça serait une remise en cause quand même totale de nos sociétés. De dire en gros, on fait de la merde de A à Z. Donc c'est sûr que de la part d'un État, c'est un peu compliqué d'avoir ce message-là. Sauf si vraiment il y a une révolution, tu vois. Et que... Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça pêche. Ouais. Et pour finir, ensuite, ça c'était quoi déjà ? Ah oui, c'est les représentations du monde, ouais. Effectivement, le fait que l'agroécologie aussi soit une réponse aux enjeux culturels. Et que, effectivement, quand on voit nos paysages, quand on disait tout à l'heure, voilà, il y a un paysage tout nu avec un arbre, ça ne nous choque pas. Voilà, ça, faut changer ça. Donc ça revient à ce que tu dis justement. Mais ça passe par... C'est beaucoup plus long effectivement comme processus. Je crois que c'est 30 ans pour changer une mentalité sur un aspect. Ouais. Donc effectivement, il faut que nos représentations de la nature, de l'environnement, de ce que devraient être des aliments changent. Tant qu'aujourd'hui, pour les gens, aller faire les courses, c'est aller dans un supermarché pour acheter des trucs en plastique. Bah oui, ça, tu vois, il y a tout ça. Ouais. Voilà, ça c'est pas une tomate, ça c'est une tomate. Mais dans la tête des gens, les deux sont interchangeables, peut-être. Oui, c'est ça. Bien, pas bien. Il y a le gars qui fout des pesticides dans le rétro.
Et donc pour un peu synthétiser les différentes approches de l'agroécologie, et ben finalement il y a 3 aspects. Il y a tout l'aspect scientifique, avec l'agronomie, etc. Et toute l'étude des écosystèmes. Le mouvement social, voilà, avec dedans tout ce qui va être les environnementalistes, développement rural, agriculture durable, etc. Et les pratiques. Donc là, c'est ce que nous, on vous apprend beaucoup ici dans le jardin, etc. Mais ces 3 font partie et peuvent être regroupés dans l'agroécologie. Et alors là, juste pour finir avec des définitions, pour un peu, parce que on a vu qu'on comprend un peu comment ça vient, voilà, mais c'est pas encore très clair hein, la définition de l'agroécologie. Et donc ça, c'est 3 personnes assez importantes qui ont tenté, donc notamment Miguel Altieri. Donc pour lui, c'est une approche scientifique utilisée pour étudier, diagnostiquer et proposer un mode de gestion alternatif de l'agroécosystème avec de faibles intrants. C'est très, voilà, c'est très scientifique, effectivement, c'est un agronome. Et on voit qu'il est dans la proposition d'une gestion alternative. Donc on voit c'était dans les années 89, donc voilà, il s'oppose à un modèle. Mais ce n'est pas une définition en tant que telle. Quand on se définit par rapport à quelque chose, c'est en réaction, c'est pas en soi. Ensuite, l'application de concepts et principes écologiques pour concevoir et gérer des agroécosystèmes durables. Donc là déjà, c'est un peu plus une définition concrète, même si on se demande quels sont ces concepts et ces principes écologiques. Mais ils sont sûrement expliqués derrière. En tout cas, on voit qu'il y a cette notion de concevoir, gérer des agroécosystèmes durables. Si vous voyez la définition qu'on a, nous, de la permaculture, c'est hyper proche de ça. Ouais. Et ensuite, une discipline intégrée qui prend en considération des connaissances de l'agronomie, l'écologie, la sociologie et l'économie. Salut! Donc là, on voit qu'effectivement, il y a les différentes notions de l'agroécologie qui sont amenées, notamment la sociologie qui est bien présente. Donc c'est un peu un tout de toutes ces définitions, quoi. Donc du coup oui, effectivement, le terme vient de agronomie, donc le côté et écologie, les deux ont été regroupés et voilà. Donc comment appliquer les principes de l'écologie dans les systèmes agricoles, dans l'agronomie. Donc pour vraiment définir les 2 termes, du coup, c'est quoi l'agronomie, c'est quoi l'écologie? Bon, l'agronomie, en gros, c'est la science de l'agriculture, on va dire. Et effectivement, elle a un peu évolué, mais ça a apparu au 19e siècle. Et à l'époque, c'était surtout dans une volonté de comprendre le fonctionnement des organismes et des plantes. Donc c'était mieux comprendre comment les plantes et les animaux valorisent les ressources du milieu. Donc en gros, comment ça pousse, une plante, et comment les animaux interagissent avec. Et le deuxième aspect, c'était de lever des facteurs limitant la production. En gros, ok, maintenant on comprend mieux comment marchent les plantes, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles poussent mieux? Donc ça, c'est un peu la découverte de NPK, donc les éléments essentiels pour la croissance des plantes. Tiens, si on leur met un peu de ça, tiens, elles poussent mieux. Tiens, si on met ça, elles poussent mieux. Donc c'était lever des facteurs limitants la production. C'était ça vraiment le départ. Et effectivement, après, ça s'est transformé en comment on peut concevoir des systèmes agricoles qui vont maximiser et lever les limites de production. Et donc on est rentré dans une agronomie très technique qui en gros propose des recettes toutes faites pour les agriculteurs. En gros, on pense pour vous, vous vous appliquez. Alors qu'avant, l'agriculteur, il était en interaction avec son champ, sa plante, etc. Et là, on leur a dit, non, ne vous inquiétez pas, nous on réfléchit pour vous, on vous dit quoi faire. Et donc, finalement, l'agronomie aujourd'hui, voilà, elle s'est surtout intéressée à lever les facteurs limitants, mais pas tant à utiliser les processus écologiques qui sont dans les écosystèmes et dans l'environnement. Donc on voit que ça c'est un grand absent et qu'aujourd'hui c'est ça le travail de l'agronomie, ça va être de réinventer comment on peut réintroduire les processus écologiques dans les systèmes agricoles pour continuer que ça devienne un facteur de production et pas un facteur limitant, parce qu'avant c'était considéré comme un facteur limitant. Donc on voit qu'il y a aussi un travail à faire de changement de mentalité dans l'agronomie.
Aujourd'hui, l'INRA, ils n'en sont pas encore là. Quelques labos vont bosser comme ça et tout, mais c'est pas... Est-ce que toi, tu sais s'ils ont rouvert les classes à propos de la microbiologie du sol? Je sais qu'ils ont fermé à une certaine époque carrément. Oui, mais non, je crois que ça a été rouvert. Moi, à mon époque, elles existaient encore, microbiologie des sols. Après, effectivement, c'est un peu tout ce qui s'est passé avec les bourguignons. Bourguignons qui eux s'intéressaient à la microbiologie des sols. Et en fait, quand ils s'intéressaient, ils ont tellement vu que c'était l'apocalypse, en fait, que la microbiologie des sols était inexistante, que c'était un problème. Mais c'est revenu notamment parce que en Nouvelle-Zélande et en Australie, il y a des chercheurs très connus. Une chercheuse d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, Elise, je sais plus, je retrouvais son nom, qui a ramené en fait cet intérêt sur la vie des sols, la microbiologie des sols. Et donc notamment nous, avec qui on travaille là, le CEF, eux ils s'intéressent justement énormément à la vie des sols, la microbiologie des sols. Mais c'est vrai que c'est un sujet d'étude qui est encore qui devrait être très important et qui est seulement une option, une spécialité et qui n'est pas fait pas partie vraiment du tronc commun en fait. Et l'aspect écologie, donc d'agroécologie. Donc l'écologie c'est quoi? Parce qu'on en parle tout le temps. Faut revenir à l'origine des mots, c'est plus facile. Écologie, donc oikos, c'est en grec c'est la maison. Et logos, ça peut être vu que ça comme la science, la logique. Voilà. Donc en gros, comment la maison fonctionne. Et donc ça veut dire quoi? Comment les éléments dans la maison fonctionnent. Et du coup, souvent, ce qui vit dans une maison, donc les habitants de la maison, les vivants, comment ils vont interagir dans la maison. Donc avec les éléments de la maison, donc c'est-à-dire, je sais pas, la salle de bain, la cuisine, etc. Mais aussi entre eux, comment les vivants vont interagir entre eux. L'écologie, c'est ça en fait. C'est étudier les liens et les relations qui existent entre les vivants et leur environnement, entre eux et avec leur environnement. C'est ça l'écologie en fait. Et donc du coup, l'idée, l'écologie finalement, donc l'écologie scientifique, ça va être plutôt de décrire, d'essayer de comprendre et de prédire la distribution et l'abondance des organismes vivants. Et comment du coup ils vont fonctionner dans leur environnement. Donc si on résume les deux, finalement voilà, l'agroécologie c'est ça. Ça devrait être l'approche écologique qui permet de comprendre comment nous pouvons réintroduire la diversité dans les systèmes agricoles, restaurer les fonctions écologiques dans les agroécosystèmes et intégrer la biodiversité comme facteur de production. Voilà. Donc ça, ce serait une belle définition de l'agroécologie. Ben ouais, parce que la biodiversité aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va peut-être compter, dire il y en a ou il n'y en a pas, elle est très diverse ou elle n'est pas très diverse, mais on ne se dit pas ma biodiversité va favoriser ma production. Alors que la base de la résilience des écosystèmes, c'est la biodiversité. Sans biodiversité, les écosystèmes n'arrivent pas à retrouver des états d'équilibre, etc. et à répondre au changement. Donc voilà, et pour finir, donc ça on l'a déjà vu la dernière fois, le petit schéma, mais de dire donc pourquoi finalement l'agroécologie est intéressante aujourd'hui dans nos systèmes, c'est l'histoire de l'arbre. Donc l'arbre qui fait la photosynthèse, il fait de la biomasse, cette biomasse elle tombe au sol, elle est digérée par des champignons, des bactéries, etc., toute la faune du sol. Tout ça, ça se transforme en humus, comme l'a dit Pierre Rabhi. Et cet humus, cette matière organique va servir de réservoir, de stock de fertilité pour que les bactéries du sol minéralisent une partie de cette matière organique qui revient sous forme d'éléments pour la plante. Donc ça, c'est un écosystème fonctionnel comme dans une forêt. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ce qu'on a fait avec la révolution verte, on a ramené notre petit tracteur et on s'est dit, ok, ça c'est ce que la plante là, elle a besoin. Et moi je vais lui mettre directement. Hop. Donc en faisant ça, on a augmenté en fait le nombre de bactéries dans le sol qui minéralisaient. Et donc elles ont tellement minéralisé qu'elles finissent par manger toute la matière organique qui en fait est disponible sur place. Et au final, ça va créer la disparition de tout le système sol. Et donc tout ce cycle qui se fait
parce que notamment on extrait aussi toutes les biomasses de nos champs, on ne laisse pas les pailles sur place, etc. et tout. On travaille sur des sols nus, qu'on va tout le temps labourer. Et donc finalement, on casse le moteur du système sol et on se retrouve avec les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc l'agroécologie, tout simplement, c'est revenir à ça. Revaloriser toute cette biodiversité et ces systèmes et ces services écosystémiques. Voilà.